Alors la puissance, selon moi, c'est une sérénité intérieure, un calme intérieur, qui fait que quand il y a des turbulences, par exemple, eh ben, on n'est pas perturbé par ces turbulences et on continue son chemin, on reste droit dans ses bottes. Pour moi, c'est ça la vraie puissance. Bien, la puissance, selon moi, c'est avant tout une ressource que l'on a en soi, que l'on développe dans le but d'atteindre un objectif que l'on a envie d'atteindre. Cette ressource peut être interne, cette puissance donc peut être interne, ou elle peut être aussi une ressource externe, en essayant de convaincre des gens qui se rallieraient à notre cause pour atteindre ce même objectif. Il faut distinguer entre la puissance individuelle et la puissance du groupe, des États, ou comme on dit, les grandes puissances. Alors, je vais essentiellement parler, ou uniquement parler de la puissance individuelle. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, mais quelle est la différence entre la force et la puissance? Et je me suis dit que la force était quelque chose d'interne, alors que la puissance est plutôt dirigée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur, c'est l'influence, c'est l'impact que l'on peut avoir. Et donc, ce serait l'ensemble des forces internes, mais qui influenceraient les autres. C'est-à-dire que pour être puissant, on a besoin des autres. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la puissance divine, c'est-à-dire infinie, absolue, et donc toutes les possibilités de transformation, de métamorphose. Mais en tant que ancienne écolière, je me souviens des cours où on multiplie le chiffre par lui-même, donc le chiffre à la puissance X, et donc exponentiel, le chiffre multiplié sans fin, mais il y a quand même une restriction, si je me souviens bien, c'est que le chiffre par lui-même c'est 1 et par 0 c'est 0. Donc il y a quand même il n'y a pas toujours de l'infini, si je me souviens. Oui, c'est une bonne chose. Après, il faut faire attention à pas tomber dans une certaine sociopathie, dans le sens où la personne serait complètement déconnectée de son environnement extérieur et qu'elle continue sans se remettre en question absolument, alors que dans la situation spécifique, ça serait pas une bonne chose. Mais oui, en soi, je trouve que comme moi, la puissance, je la définis par par une sérénité, par un calme intérieur. Oui, je vois ça comme quelque chose de très positif. La puissance peut être une bonne chose comme elle peut être une mauvaise chose. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on est malveillant ou bienveillant en l'utilisant. Pour donner un exemple, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle que l'on voit dans notre quotidien de plus en plus. Si elle est utilisée de façon malveillante, c'est-à-dire qu'on utilise les informations personnelles pour atteindre notre vie privée et notre intimité, donc c'est une mauvaise utilisation de cette puissance. Par contre, si on utilise cette intelligence artificielle, par exemple dans le cadre médical, pour aider des médecins à améliorer leur diagnostic, ça peut sauver des vies humaines et donc c'est tout à fait positif. Alors c'est vrai qu'inconsciemment la puissance elle peut être associée à des choses négatives puisqu'on parle d'influencer les autres, on peut tout de suite penser à la manipulation, à des choses négatives. Mais je pense que ce qui compte c'est l'intention. Si l'intention est bonne, alors la puissance est quelque chose de positif. Et si l'intention est mauvaise, alors évidemment c'est quelque chose de négatif. C'est aussi simple que ça. C'est souvent la réponse, tout dépend de l'intention. Alors la puissance est d'abord absolument importante, même essentielle dans un monde qui est en transformation, parce que nous devons aussi nous transformer en conséquence.
Mais bien entendu, tout dépend du but. C'est comme le couteau qui peut servir à un chirurgien, mais aussi à un meurtrier. Donc il y a le côté éthique qui doit absolument accompagner cette notion, à mon avis. Je pense que ça tient à deux choses. En tant que personne croyante, je pense qu'il y a l'aspect, le fait d'avoir confiance en Dieu ou dans le futur, et aussi d'avoir confiance en ses propres ressources et en ses capacités pour gérer en fait les situations dans lesquelles on va se retrouver, auxquelles on va faire face en fait. Pour moi, il y a ces deux choses en fait, il y a ces deux éléments-là, et bien se connaître aussi. Selon moi, la meilleure manière, c'est d'utiliser ces ressources bienveillantes d'abord, d'utiliser la conviction, de convaincre les autres plutôt que la force et la coercition, donc les amener par conviction et par amour. Qu'est-ce qui rend quelqu'un puissant? Alors, à mon avis, c'est mon avis, quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de quoi? Du regard des autres. Il est donc libre, il est authentique. Et là se trouve tout le paradoxe, parce que tout à l'heure, je disais que la puissance avait besoin de quelqu'un, ça sous-entend l'impact que l'on peut provoquer sur les autres. Mais en fait, plus on est détaché soi-même du regard des autres, plus on est authentique et plus on est puissant, et donc plus on a la possibilité d'influencer. Donc c'est une situation complètement paradoxale, mais que je trouve passionnante. Et pour approfondir un petit peu le libre du regard de l'autre, pourquoi la personne puissante est-elle libre du regard de l'autre? La personne puissante est en fait en harmonie avec elle-même. On a tendance à dire on peut être partagé en quatre parties qui sont l'intellect, le cœur, le corps, l'esprit ou l'âme. Et en fait, toutes ces parties sont en harmonie, sont donc congruentes, et on n'a pas besoin d'un apport extérieur de l'autre pour soit se compléter ou pour exister. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin de plaire, on n'a pas besoin de paraître, et donc on est une personne entière, une personne libre, une personne authentique. Alors, mon exemple comme je suis médecin de la douleur, je vois mes patients, et mes patients puissants, donc, sont, comme je le disais tout à l'heure, pour être puissant, on est détaché du regard des autres. Par extension, on est détaché des circonstances. On est détaché de sa douleur. Alors, déjà, une personne puissante ne se définit pas par sa maladie, c'est-à-dire qu'elle ne dira pas « je suis malade », elle dira « j'ai une maladie ». Comme elle pourra dire, j'exagère un peu, mais comme elle pourra dire « j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une maladie », sa douleur ne la définit pas, premièrement. Ensuite, alors tout dépend, elle peut soit choisir de l'ignorer, ce qui est tout à fait acceptable, soit au contraire, elle peut choisir de l'étudier. Elle peut choisir d'étudier le sens de sa maladie, de sa douleur, de sa souffrance. Qu'apprend-elle? Qu'est-ce qu'elle apprend sur la vie, sur soi-même, sur ses priorités? Et ainsi, elle peut apprendre à se découvrir et de nouveau à être sans peur de l'autre, sans peur des circonstances, libre et donc puissante. Bon, alors, je pense, pour bien distinguer les choses, que l'idée de puissance, pour moi, c'est quelque chose encore dans potentiel, en possibilité, alors que le pouvoir, PEP, puissance, pouvoir, le pouvoir, c'est dans un cadre, un contexte politique, historique, et comme nous nous trouvons aussi dans une période assez
avec des transformations, des changements. Alors, je pense que donc la puissance, c'est d'abord quelque chose qui doit s'inscrire non pas de par l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur, quelque chose d'intime, une force qui me permet de nous transformer nous-mêmes, de changer nos idées, parce que sinon nous ne pourrions pas évoluer, en bien ou en mal. Et je me souviens d'avoir écrit un poème justement sur moi, qui ne suis pas très grande, assez compacte, et j'avais écrit « Mais je suis plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Et je pense que les gens se retrouvent comme des constellations, c'est-à-dire ils voient une lumière chez une autre par la pensée, par le regard, par la manière de s'exprimer, de se dire et de dire les choses. Et donc peuvent être ensemble pour pouvoir changer ensemble, non pas de manière individuelle mais collective, ce qui se passe. Et c'est une petite réflexion très très personnelle. Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'ouvrir en votre compagnie cette série d'émissions mensuelles inédites sur le thème de la puissance. Alors vous vous demandez peut-être, mais pourquoi une émission sur la puissance au juste ? Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'intéressant et même de captivant, d'enrichissant, de passionnant pendant toute une année sur ce sujet ? Autrement dit, est-ce que consacrer une émission mensuelle à la puissance, c'est vraiment une idée puissante ? On a tous vu au moins une fois ce film mythique Rabbi Jacob. Moi, personnellement, je crois que j'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois. À un moment, Rabbi Jacob, il arrive avec son compère Slimane à la rue des Rosiers et il est assailli de questions, de sollicitations auxquelles il n'est pas du tout préparé. Alors, il redescend dans la voiture et il dit à Slimane « Qu'est-ce que je fais ?» Et Slimane, il lui dit « Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, il répond par une autre question. » J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et si moi aussi, je répondais à mes propres questions par des questions ? Tiens, par exemple, est-ce que l'humour, ça ne serait pas justement une forme de grande puissance ? Et est-ce que répondre à une question par une autre question, ça n'est pas aussi une forme très puissante de réponse ? Et vous ? Il ne vous serait pas déjà arrivé de désirer être beaucoup plus puissant en certaines situations ? En ce qui me concerne, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est précisément parce que tout au long de ma vie, j'ai cherché à développer ma puissance. Mais ce n'est pas par ambition, mais par nécessité, pour dépasser tous les obstacles et toutes les difficultés qui se sont dressées sur mon chemin. Mais je me suis aussi rendu compte que dans quasiment tous les films, toutes les chansons, tous les arts, et peut-être même toutes les situations de ma vie qui m'ont particulièrement passionnée ou émue, la question de la puissance et son corollaire, l'impuissance, étaient en fait centraux. Je vais vous donner un exemple. Ma chanson préférée quand j'étais petite, c'était « Mon vieux » de Daniel Guichard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et peut-être que comme moi, vous avez vu Franck Dubosc et Nikos Aliagas, qui devant des millions de téléspectateurs se sont mis soudain à fondre en larmes en écoutant cette chanson. Et si cette chanson, elle est si puissante justement, c'est parce qu'avec des mots simples et une interprétation emplie d'émotions, Daniel Guichard parvient à nous transmettre la puissance de l'amour et du manque qu'il a pour ce père, à présent que ce père n'est plus là et que lui a mûri. Il nous décrit son père comme un homme du peuple, quelque part justement impuissant face à sa condition sociale et qui en conçoit une forme de colère résignée. Et par cette chanson, il sort d'un coup son père de l'anonymat pour en faire un héros du quotidien dont l'abnégation, les qualités qu'il a longtemps sous-estimées, font qu'il aurait mérité de beaucoup mieux l'aimer. Mais il nous dit aussi très bien le regret qu'il a de sa propre impuissance de l'époque à dépasser le premier niveau de perception de son père et cet égoïsme révolté de son adolescence. Et plus tard, moi aussi, j'ai éprouvé le besoin de dépasser mes propres impuissances. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au début, ça s'est traduit par un besoin de faire une reconversion professionnelle pour m'aligner davantage avec ce que je suis et faire un métier qui corresponde beaucoup plus à ce que j'aime et à ce que je sais faire naturellement. Et c'est comme ça que je suis devenue coach d'accompagnement systémique de dirigeants et d'équipes. Alors bon, je vais revenir
prochainement dans une autre émission sur ce que c'est que cette forme de coaching, parce qu'elle est méconnue, mais elle est surtout très puissante. Et elle est quelque part aux antipodes de ce que vous entendez habituellement dire sur le coaching, ce qu'on vous transmet à ce sujet. Quoi qu'il en soit, c'est en accompagnant des dirigeants et des équipes que je me suis rendu compte de l'énorme gisement de puissance qu'il y a en chacun de nous, dans chaque équipe, dans chaque organisation. Mais encore plus intéressant, je me suis rendu compte qu'il faut en fait très peu de choses et très peu de temps pour que des changements spectaculaires s'opèrent chez les individus, dans les groupes, et que ça permette justement de faire jaillir ce gisement de puissance qui en fait ne demandait qu'à s'exprimer. Et très rapidement, j'ai développé dans ma discipline une spécialité qui est le développement des aptitudes humaines à traverser une crise avec succès. Peut-être parce que la crise, c'est justement une situation qui impuissante les protagonistes, parce qu'elle génère des émotions très fortes. Et elle génère aussi tout un ensemble de comportements contre-productifs dans un moment où justement il faut faire preuve de grande puissance. Parce que la crise, par définition, c'est une situation avec des enjeux très forts et des événements qui se déroulent à toute vitesse. Donc il faut être capable de poser des actes à tête reposée et avec efficacité. Mais les crises, ce sont aussi des situations pleines de l'ékarim, c'est-à-dire des leçons de vie, comme on dit en hébreu, qui vous transforment en profondeur et qui développent structurellement des aptitudes à faire face à l'adversité, mais aussi, et c'est très intéressant, ça développe une plus grande aptitude au bonheur. Tout ce que je viens de vous raconter sur ma reconversion, c'est probablement ce qui m'a donné la force de faire l'ALIA il y a 13 ans, seule avec 3 enfants. Et quand je dis ça aux gens, souvent ils me disent « mais comment t'as fait ? Et puis comment tu fais pour être qui tu es aujourd'hui, compte tenu de tout ce que tu as traversé ?» Et pendant longtemps, cette question, elle m'a surprise et puis elle m'a évidemment gênée. Mais à force qu'on me la pose, j'ai bien dû trouver des réponses. Et je crois que la réponse, c'est justement que par la force des choses, j'ai dû développer ma puissance pour être structurellement plus résiliente, mais aussi pour être capable de faire face à l'imprévu, à l'incertitude, au changement permanent, et pour être capable aussi de rester positive, optimiste, confiante, combative, pour pouvoir aussi saisir les opportunités sur mon chemin. Et je ne vous le cache pas, ça n'a pas toujours été évident. Mais comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et en croisant en fait cette expérience acquise avec mes connaissances, j'ai fait 3 constats. Le premier, c'est que, par essence, la puissance personnelle, les ressorts de la puissance personnelle, sont en général extrêmement paradoxaux. Le deuxième constat, c'est que, comme vous avez pu le voir dans les vidéos en début d'émission, qui ont été faites avec des gens qui n'ont pas été regardés au préalable la définition de la puissance, il y a en fait presque autant de définitions intuitives de la puissance qu'il y a de personnes. Et effectivement, c'est le troisième constat, si vous regardez le dictionnaire, vous verrez qu'il y a beaucoup de définitions de la puissance, certaines contradictoires, mais en tout cas, ça montre que la puissance, elle est absolument au cœur de tout ce qui nous entoure et de nos vies, et donc au cœur de tout ce qui nous meut et de ce qui nous émeut. Du verbe émouvoir, qui en latin, la racine, c'est emovere. Movere, ça veut dire se mouvoir. Et du coup, ce sujet, il en est venu à tellement me passionner que je me suis lancée dans l'écriture d'un livre sur le sujet de la puissance. Et c'est exactement dans ce cadre que s'inscrit cette émission. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus puissant pour créer que de co-créer. Et c'est donc avec vous, chers téléspectateurs, et avec de nombreux experts, que nous allons partir dans un périple exploratoire de ce que c'est la puissance. Et on ne va rien s'interdire, on va l'aborder sous tous les angles et dans toutes les disciplines. Et nous allons commencer bien sûr par les origines, c'est-à-dire par ce que la Torah a à nous dire de la puissance. Et on fera probablement au moins une autre émission sur le rapport entre judaïsme et puissance. Plusieurs émissions seront aussi consacrées à la puissance dans le domaine de la psychologie, parce que c'est un domaine dans lequel il y a de multiples facettes du sujet. Par exemple,
on abordera ce paradoxe qu'il y a entre le fantasme de toute puissance et la question de la puissance, qui sont en fait quelque part deux opposés. Et aussi le rapport qu'il y a entre force et puissance. Et on verra aussi, bien sûr, comment on peut développer sa propre puissance, notamment dans des situations de crise ou dans son rapport aux autres. Ce qui nous amènera inéluctablement à aborder aussi les questions de la puissance dans le rapport à soi-même. Et du coup, ce sujet encore trop méconnu de l'impuissance apprise. Nous étudierons aussi ce que la politique et la sociologie ont à nous apprendre sur la puissance, et notamment la puissance collective. Et nous aborderons aussi la question de la puissance à travers les arts. Par exemple, je suis très impatiente de faire avec vous une émission sur les moments de cinéma qui pour vous ont été les plus puissants. Même chose dans la littérature ou dans la peinture. Et nous consacrerons aussi une émission aux moments de votre vie qui vous sont apparus comme les plus puissants. On ira aussi regarder du côté de la physique, parce qu'il y a un rapport quasi inversé entre la puissance dans la physique newtonienne et la puissance dans la physique quantique. En géopolitique aussi, la question de la puissance est un sujet passionnant et bien moins évident qu'il n'y paraît. On ira aussi regarder ce que les philosophes ont écrit sur le sujet, comme par exemple Nietzsche ou Aristote. Bref, vous l'avez compris, pratiquement toutes les disciplines de la vie ont quelque chose de singulier et de passionnant à nous apprendre sur la puissance. Afin de faire un cocktail puissant de chaque émission, nous ne nous interdirons pas de conjuguer les genres et les inspirations. Le but, c'est que vous ressortiez enrichis de chaque émission, avec aussi des moyens de développer, de décliner la puissance dans votre vie quotidienne, mais à de nobles fins, bien sûr. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, avec comme premier thème d'émission ce que la Torah a à nous apprendre de la puissance. En attendant, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me contacter, les informations s'affichent en bas de votre écran. Et d'ici là, je ne vous dis pas que la force soit avec vous, mais que la puissance soit avec vous.